Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se base sur pas mal de sources différentes, des revues scientifiques pointues, des documents de toxicologie, mais aussi des fiches produits et même des infos sur les modes de vie des centenaires. Le sujet du jour, c'est ce lien assez complexe et franchement fascinant entre un phénomène biologique dont on entend beaucoup parler, le stress oxydatif, et puis le vieillissement et aussi le développement de tout un tas de maladies chroniques modernes. L'idée, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de ces documents, de comprendre un peu les mécanismes derrière tout ça, et on va regarder aussi les stratégies, parfois un peu contradictoires d'ailleurs, qui sont proposées pour essayer de contrer ces effets. Bon, ok, on décortique ça ensemble. Oui, et c'est un sujet crucial aujourd'hui. On réalise de plus en plus que ce stress oxydatif, c'est peut-être une sorte de fil rouge, hein, un facteur commun qui pourrait expliquer ou du moins contribuer à énormément de pathologies actuelles, que ce soit les maladies cardiaques, les troubles neurodégénératifs, le cancer, le diabète. Et ce qui est intéressant avec les sources qu'on a là, c'est justement cette double perspective. On a le regard scientifique, très rigoureux, et puis aussi des approches plus, disons, appliquées, voire commerciales, avec les fiches produits. Ça donne un panorama assez complet, je trouve. Parfait. Alors, commençons par la base. Le stress oxydatif, c'est quoi exactement? Si on regarde les articles scientifiques, comme ceux de Frontiers ou Cell Biochemistry and Biophysics, Oui, ils le définissent tous de la même manière, en gros. C'est un déséquilibre. Imaginez une balance, hein. D'un côté, la production par le corps de ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène, les ERO, ou radicaux libres, comme on dit souvent. Et de l'autre côté, la capacité du corps à les neutraliser, à les gérer, avec ses défenses antioxydantes. Quand la production dépasse la neutralisation, la balance penche, et c'est ça le stress oxydatif. d'accord. Mais, et ça c'est un point vraiment fascinant que la recherche souligne bien, ces ERO, c'est pas juste des méchants. Ils ne sont pas mauvais en soi. À petite dose, ils sont même vitaux. Ah oui. Absolument. Ils jouent un rôle de messager hyper important pour la communication entre les cellules. C'est la signalisation redox. Et notre système immunitaire, par exemple, s'en sert. Certaines cellules immunitaires, les phagocytes, les utilisent comme des armes chimiques pour détruire les microbes. Donc, c'est vraiment une question de quantité, d'équilibre. Une vraie épée à double tranchant, comme on dit. Je vois. C'est plus nuancé qu'on pense. Alors, si ça devient problématique en excès, d'où viennent ces zéoros? Les sources parlent de deux origines principales, c'est ça? Exactement. D'abord, il y a les sources internes, endogènes. Ça vient du fonctionnement normal de nos cellules, surtout nos mitochondries, nos petites centrales énergétiques. Quand elles produisent de l'énergie par la respiration cellulaire, eh bien, ça génère des ERO, un peu comme un sous-produit inévitable, surtout au niveau de la chaîne de transport d'électrons. D'autres petits organites, comme les peroxysomes ou certaines enzymes spécifiques, les NOx, en produisent aussi. Ok, ça c'est pour l'interne et l'externe. Alors là, ça vient de notre environnement et de notre mode de vie. Et la liste est longue si on regarde les articles de Frontiers et Archives of Toxicology. On parle de mauvaise alimentation, du manque d'exercice, de la pollution, des radiations, mais aussi de l'exposition à plein de produits chimiques, pesticides, certains additifs. Et il y a un point qui ressort très fort dans l'article d'Archives of Toxicology, c'est le rôle des métaux lourds. Oui, j'ai noté ça aussi. Ils insistent beaucoup là-dessus. L'aluminium, le cadmium, l'arsenic, le mercure, le plomb, le chrome, tout cela sont décrits comme de puissants déclencheurs de stress oxydatif. C'est ça. Et leur toxicité, elle passe par plusieurs biais. Ils peuvent directement booster la production des RE, ou alors, et c'est pernicieux, ils peuvent venir perturber nos propres systèmes de défense en bloquant des enzymes antioxydantes super importantes. D'accord? Et certains peuvent même catalyser des réactions en chaîne dévastatrices dans la cellule, comme la fameuse réaction de Fenton qui produit des radicaux libres particulièrement agressifs, des sortes d'étincelles qui mettent le feu partout, quoi. Et concrètement, cet excès des RE, ces étincelles, ça fait quoi comme dégâts dans nos cellules? Les chercheurs semblent identifier 3 cibles principales. Oui, c'est assez bien documenté. Première cible, les lipides, les graisses, surtout celles qui composent nos membranes cellulaires. L'attaque des ERO, qu'on appelle la peroxydation lipidique, ça abîme ces membranes. Ça les rend moins fluides, plus perméables. Bref, ça perturbe leur fonctionnement normal. Mhm. Deuxième cible, les protéines. Là aussi, les dégâts sont variés. Les ERO peuvent modifier leur structure, les couper en morceaux, les faire s'agglutiner entre elles de façon anormale, on parle d'agrégation, ou tout simplement désactiver des enzymes qui sont essentielles à plein de réactions chimiques vitales. Plusieurs articles insistent là-dessus. Ok, lipides, protéines,
Et la troisième? Et la troisième, c'est notre ADN, le code génétique. Là, les dommages peuvent être des modifications chimiques des lettres de l'ADN. On mentionne souvent la 8-hydroxyguanine comme marqueur de ce type de dégâts. Ça peut aussi être des cassures, des brins d'ADN ou encore des attaques ciblées sur l'ADN de nos mitochondries, le mTNA, qui est apparemment très exposé. Et c'est dommage à l'ADN s'ils ne sont pas réparés à temps. Ben voilà, ça peut mener à des mutations, à une instabilité de notre génome, et c'est là qu'on touche au cœur du problème, comme le soulignent toutes les sources scientifiques. C'est-à-dire, C'est-à-dire que l'accumulation de tous ces dommages aux lipides, aux protéines, à l'ADN au fil du temps, c'est considéré comme un des moteurs principaux du vieillissement. Et c'est aussi vu comme un facteur majeur dans le démarrage ou la progression de très très nombreuses maladies chroniques. En gros, ces microlésions finissent par user nos cellules, nos tissus, nos organes. d'accord. Alors justement, explorons ces liens plus précisément. Ce mécanisme général de stress oxydatif, comment il se manifeste dans différentes maladies? C'est là que ça devient vraiment intéressant de voir les spécificités. Prenons les maladies cardiovasculaires, par exemple. Les articles de Frontières et d'Archives of Toxicology montrent bien que le stress oxydatif est impliqué à plusieurs niveaux. Quand le cœur manque d'oxygène, lors d'une ischémie, paf, les mitochondries se mettent à produire plein d'héros. D'accord. Dans l'insuffisance cardiaque, on voit que certaines enzymes qui fabriquent des ERO sont hyperactives. Et dans l'athérosclérose, la plaque qui bouche les artères, le stress oxydatif participe à abîmer la paroi des vaisseaux. Sans oublier, comme le rappelle Archives of Toxicology, que certains métaux lourds, comme le cadmium et le plomb, aggravent tout ça en augmentant justement ce stress oxydatif dans le système cardiovasculaire. C'est clair. Et pour le cerveau? On dit souvent qu'il est très sensible. Oui, et les sources expliquent pourquoi. D'abord, il consomme une quantité phénoménale d'énergie, et donc d'oxygène, ce qui mécaniquement produit plus de héros. Ensuite, il est très riche en lipides qui sont des cibles de choix pour l'oxydation. Et enfin, il contient naturellement pas mal de métaux, comme le fer, qui peuvent, si l'équilibre est rompu, catalyser la formation de ces radicaux libres. Donc terrain propice pour les maladies neurodégénératives, j'imagine. Alzheimer, Parkinson. Exactement. Le stress oxydatif est vraiment au cœur des hypothèses sur ces maladies. Les mécanismes évoqués sont nombreux. La mitochondrie qui fonctionne mal dans les neurones, c'est une source majeure d'héros. On constate une accumulation de dégâts à l'ADN des neurones qui vieillissent mal. Et puis, il y a ce phénomène clé, l'agrégation de protéines qui deviennent anormales. La fameuse protéine bêta-amyloïde et la protéine Tau dans Alzheimer. C'est ça. Ou l'alpha-synucléine dans Parkinson. L'oxydation semble jouer un rôle dans le fait qu'elle s'agrège. Et à ça, on ajoute l'inflammation chronique dans le cerveau, une sorte de toxicité liée à un excès de glutamate, on parle d'excitotoxicité, et des problèmes dans la gestion des métaux comme le fer ou le cuivre. Tout ça est un cercle vicieux où le stress oxydatif joue un rôle central. Et l'article d'Archive of Toxicology mentionne aussi le rôle toxique de métaux comme l'aluminium ou le mercure qui pourraient aggraver ce stress dans le cerveau. Oui, tout à fait. Pour le cancer, le lien est aussi très fort et étudié depuis longtemps. Les dommages à l'ADN causés par l'oxydation, c'est vraiment vu comme une étape clé pour qu'une cellule normale devienne cancéreuse. Ça provoque les mutations, l'instabilité des chromosomes qu'on retrouve dans les tumeurs. Et les radicaux libres interviennent aussi plus tard dans le processus. Oui, ils peuvent favoriser la prolifération des cellules cancéreuses, activer des gènes qui favorisent le cancer, ce qu'on appelle les oncogènes. Et là encore, attention aux métaux lourds. Toujours eux. Oui, le cadmium, l'arsenic, le chrome sont classés cancérogènes. Et une de leurs manières d'agir, c'est justement d'induire du stress oxydatif, mais ils peuvent aussi perturber la réparation de l'ADN ou modifier la façon dont nos gènes s'expriment sans changer l'ADN lui-même, l'épigénétique. D'ailleurs, c'est intéressant, l'arsenic est présenté comme ayant un double visage. Cancérogène, oui, mais on explore aussi des pistes pour l'utiliser comme traitement, notamment parce qu'il interagit avec une protéine super importante, P53. C'est complexe. Vraiment. Et pour le diabète de type 2 ou le syndrome métabolique? L'article de Frontiers fait le lien avec la résistance à l'insuline, qui est le problème central dans le diabète de type 2. Il semblerait que les ERO puissent venir perturber la cascade de signaux que l'insuline déclenche normalement dans nos cellules. Et en plus, quand on a trop de sucre dans le sang, l'hyperglycémie, ça stimule directement la production des héros par les mitochondries. On parle aussi d'un problème au niveau des mitochondries dans les muscles. Et enfin, le vieillissement lui-même. On y revient. Oui, même si la théorie initiale, très simple, du vieillissement causé uniquement par les radicaux libres a été un peu nuancée,
L'idée que l'accumulation de dommages oxydatifs joue un rôle majeur avec l'âge, ça reste très présent. Les articles scientifiques décrivent bien cette accumulation de protéines abîmées, d'ADN endommagé. Le système de nettoyage cellulaire qui faiblit? Voilà, le protéasome, qui est censé éliminer les protéines défectueuses, devient moins performant avec l'âge. Et ça aussi, c'est lié au stress oxydatif. Et j'ai trouvé intéressant le parallèle fait dans l'article sur les zones bleues. Les modes de vie qui semblent limiter ce stress sont aussi associés au maintien de la longueur des télomères. Ces petits capuchons au bout de nos chromosomes. Exactement, qu'on considère un peu comme des marqueurs de l'âge biologique de nos cellules. Donc il y a un lien potentiel là aussi. Et on pourrait ajouter l'inflammation chronique, certaines maladies auto-immunes, les problèmes de reins liés aux métaux. C'est vraiment partout, ce stress oxydatif. C'est l'impression que ça donne, oui. Heureusement, notre corps ne reste pas les bras croisés face à cette production des héros. Il a des défenses, non? Les sources en parlent. Ah oui, et heureusement. Notre organisme a mis en place des systèmes de défense antioxydants très sophistiqués. Les articles de Frontiers et Cell Biochemistry les décrivent bien. On peut les classer en deux grandes familles. D'accord. Lesquels? D'abord, les systèmes enzymatiques. Ce sont des protéines spécialisées de vrais Pac-Man cellulaires. Les stars, ce sont la superoxyde dismutase, la SOD, qui s'attaque au radical superoxyde, puis la catalase, CAT, et la glutathion peroxydase, GPX, qui, elle, neutralise le peroxyde d'hydrogène, un autre rôle important. Ok. Et pour que ces enzymes de première ligne fonctionnent bien, elles ont besoin d'autres enzymes de soutien, comme la glutathion réductase. Son rôle est crucial. Elle recycle un élément absolument clé, le glutathion. Ah, le voilà. Le fameux glutathion, GSH. On le voit mentionné partout, des articles scientifiques jusqu'aux documents promotionnels. Il est souvent qualifié d'antioxydant maître. Et ce n'est pas pour rien. C'est une petite molécule, un tripeptide pour être précis, que notre corps fabrique lui-même à partir de 3 acides aminés. Et son rôle est vraiment multiple et fondamental si on compile tout ce que disent nos sources. Vas-y, détaille un peu. Premièrement, il peut neutraliser directement certains radicaux libres. Deuxièmement, il est indispensable pour régénérer d'autres antioxydants très importants, comme les vitamines C et E. Il leur redonne un coup de jeune pour qu'elles puissent continuer leur boulot. D'accord, un travail d'équipe. Exactement. Troisièmement, il joue un rôle majeur dans la détoxification. Il se lie à plein de toxines, y compris les métaux lourds, pour aider le corps à s'en débarrasser. Quatrièmement, il protège nos mitochondries et notre ADN. Les sources liées à NUMI mentionnent même un rôle possible dans le transport de l'oxygène en aidant à maintenir le fer de l'hémoglobine dans sa forme active. Et enfin, il soutient notre système immunitaire et aide à calmer l'inflammation, y compris les fameuses tempêtes de cytokines. C'est vraiment le couteau suisse de la défense cellulaire. Impressionnant. Et les documents promotionnels, là, le Nomi e-book ou le transcript YouTube, ils insistent sur le fait que nos niveaux naturels de glutathion baisseraient avec l'âge. Oui, c'est un argument fort qu'ils avancent. Cette baisse serait corrélée à l'augmentation du stress oxydatif et au risque de maladies liées à l'âge. Et pour boucler la boucle, Archives of Toxicology nous rappelle que les métaux lourds, non seulement ils créent du stress oxydatif, mais en plus, ils peuvent directement vider nos réserves de glutathion ou bloquer les enzymes qui en dépendent. C'est un double coup dur. Donc, le glutathion est central. Mais il n'est pas tout seul dans cette défense non enzymatique, si j'ai bien compris. Non, bien sûr, il est le chef d'orchestre, mais il y a toute une équipe. On a la vitamine C, soluble dans l'eau. La vitamine E, elle, est soluble dans les graisses et super importante pour protéger les membranes. Le coenzyme Q10, aussi dans les graisses, essentiel pour l'énergie dans les mitochondries. L'acide alpha-lipoïque, qui est un peu spécial car il peut régénérer plusieurs autres antioxydants. Hmm. Il y a aussi la mélatonine, qu'on connaît pour le sommeil, mais qui est un très bon antioxydant. Les caroténoïdes, comme le bêta-carotène ou le lycopène, qu'on trouve dans les fruits et légumes colorés. Et puis l'immense famille des polyphénols végétaux. La curcumine du curcuma, le resveratrol du raisin. Tous ces composés ont des propriétés antioxydantes et souvent anti-inflammatoires. Une véritable armée, je te dis. Bon, on a le problème. Le stress oxydatif. On a les défenses naturelles du corps. Maintenant, la question qui tue. Comment on peut influencer cet équilibre? Quelles sont les stratégies évoquées dans nos sources? Alors, si on regarde d'abord les sources scientifiques, comme Frontiers ou l'article sur les zones bleues, l'accent est mis très clairement sur le mode de vie. L'alimentation, c'est la première chose.
Les fameux régimes des centenaires. Exactement. Les régimes des zones bleues, beaucoup de végétaux, de légumineuses, de céréales complètes, peu de viande transformée, parfois un peu de vin rouge comme en Sardaigne ou le régime méditerranéen. Tous ces modèles sont associés à une meilleure longévité, moins de maladies chroniques. Et l'article sur les zones bleues suggère un lien avec le maintien de la longueur des télomères. C'est intéressant. Frontières suggère même que ce type d'alimentation pourrait stimuler nos propres défenses antioxydantes internes. Pas juste apporter des antioxydants, mais réveiller nos propres systèmes. Ah, ça c'est une idée forte. Et à part l'assiette? L'autre pilier, c'est l'exercice physique régulier. Frontières le présente pas juste comme une dépense calorique, mais comme une sorte de bon stress, un stress contrôlé pour le corps. Comment ça? Cellulaire, comme l'autophagie, le recyclage des vieux composants, et la mitophagie, le nettoyage ciblé des mitochondries abîmées. C'est le principe de l'hormèse. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, en quelque sorte. Un petit stress, bien géré, renforce nos défenses. D'accord. Donc, alimentation et exercice, ça semble être la base solide recommandée par la science. Mais on a aussi toute une partie de nos sources, l'e-book Nomi, le transcript YouTube, qui se concentrent sur autre chose, la supplémentation, surtout en glutathion. Oui, c'est leur axe principal. L'argument est que pour combattre efficacement le stress oxydatif et ses conséquences, il faudrait absolument remonter nos niveaux de glutathion. Il cite d'ailleurs des personnalités médiatiques, Dr Oz, Dr Katz, Dr Heyman, qui auraient vanté les mérites du glutathion. Bon, il faut bien préciser que ces citations viennent de ces documents promotionnels, hein. Bien sûr. Et alors, comment propose-t-il d'augmenter ces niveaux? Parce qu'apparemment, ce n'est pas si simple. C'est là qu'ils exposent le problème ou le paradoxe. Le glutathion serait super important. Mais si on l'avale en gélule classique, il serait en grande partie détruit par la digestion avant d'être absorbé. La molécule serait trop fragile. Du coup, l'efficacité serait très limitée. L'alternative, ce serait l'intraveineuse. Mais c'est cher, pas pratique, et l'effet serait bref, un pic rapide. Et c'est là qu'intervient leur technologie, cette histoire de nano-livraison, Hydrastat Plus. Exactement. C'est présenté comme la solution. Si on se fie à la description qu'ils en donnent dans leurs documents, l'idée est de réduire la taille des particules de glutathion et d'autres ingrédients comme la curcumine ou la vitamine C à une échelle minuscule, nanométrique. On parle de moins de 100 nanomètres, parfois même moins de 10. Et ça change quoi? Ces nanoparticules seraient ensuite enrobées dans ce qu'ils appellent des clusters d'eau ultra purs et le tout, au lieu de l'avaler, on le fait tourner dans la bouche, un swish. L'argument, c'est que cette formulation permettrait une absorption ultra rapide, en quelques dizaines de secondes, directement à travers les muqueuses de la bouche. Ça éviterait la casse-digestion et ça augmenterait la quantité qui arrive vraiment dans le sang et potentiellement dans les cellules. Encore une fois, c'est la description et les bénéfices allégés par nos amis dans leur support. D'accord. Et ils ont des produits spécifiques basés là-dessus? Oui, les fiches mentionnent NutriSwish, présenté pour l'énergie, la récup, avec glutathion, curcumine, etc. Il y a ERS, qui ciblerait plutôt les symptômes liés au cycle féminin ou à la ménopause, avec d'autres plantes en plus, et Neuro, pour le soutien cognitif, qui ajoute par exemple de l'arginine, de la caféine. Les bénéfices revendiqués sont ceux décrits dans ces fiches produits. Bon, alors, on a d'un côté le mode de vie, de l'autre, cette approche technologique de supplémentation. Comment on fait la part des choses? C'est là qu'il faut revenir à la prudence scientifique, j'imagine, celle des articles comme Frontières ou Archives of Toxicology. Absolument. Et ces articles nous rappellent plusieurs points cruciaux. D'abord, cette fameuse épée à double tranchant. Elle vaut aussi pour les antioxydants qu'on prend en supplément. Dans certaines conditions, à très forte dose ou avec certains métaux, ou dans des contextes particuliers comme le bêta-carotène chez les fumeurs, un cas d'école, un antioxydant peut devenir pro-oxydant. Il peut faire l'inverse de ce qu'on attend et causer des dégâts. Ah oui, quand même. Oui, Frontières est clair là-dessus. Et même NRF2, ce chef d'orchestre de nos défenses internes, qui est généralement bon signe, s'il est activé de façon chronique ou anormale, ça pourrait, dans certains cas comme le cancer, finir par protéger aussi les cellules malades. C'est ce que suggère Archives of Toxicology et même une remarque dans le transcript YouTube. C'est complexe. Et les résultats des études sur les suppléments classiques type vitamine C, E, géranium? Finalement, c'est plutôt mitigé, voire décevant, comme le rappelle Frontiers. Beaucoup de grandes études randomisées n'ont pas réussi à montrer un bénéfice net et constant pour prévenir les maladies cardiovasculaires ou le cancer chez monsieur et madame tout le monde. D'accord. Et il y a une différence fondamentale que Frontiers souligne bien entre manger des antioxydants dans des aliments complets
et prendre des gélules d'antioxydants isolées. Les bienfaits des régimes méditerranéens ou des zones bleues, ça vient sûrement de la synergie entre des centaines de composés, des fibres, etc., présents dans les fruits et les légumes. C'est pas du tout pareil que d'avaler 1 ou 2 molécules à très haute dose. Je vois. Sans oublier l'équilibre, on l'a dit, les oraux ont aussi des rôles utiles. Si on les supprime trop agressivement avec des suppléments, est-ce qu'on ne risque pas de perturber ces fonctions positives? C'est une vraie question. Et cette histoire de biodisponibilité, même avec la nanotech, Ça reste une question complexe. La taille des particules, c'est une chose, mais l'absorption réelle par la bouche, le passage dans le sang, et surtout, est-ce que ça arrive bien au bon endroit dans la cellule? Et est-ce que c'est utilisé efficacement? Ça dépend de tellement de facteurs biologiques. C'est un domaine où la recherche a encore du boulot pour tout comprendre. ok. Donc, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, on a une sorte de tension, non? D'un côté, on voit bien que le stress oxydatif, c'est un acteur majeur, un truc vraiment central dans le vieillissement et plein de maladies, mais de l'autre, la solution miracle type prenons tous des pilules d'antioxydants, ça semble beaucoup trop simpliste, voire potentiellement risqué. C'est exactement ça, je pense. Le glutathion, en particulier, ressort comme un élément clé de la défense cellulaire dans quasiment toutes nos sources. L'idée que son niveau baisse avec l'âge ou à cause des toxines est préoccupante. Et les défis pour le supplémenter efficacement, ainsi que les solutions technologiques comme la nanotechnologie proposée par Nomi, sont intéressants à considérer. Mais il faut absolument les mettre en perspective avec les mises en garde de la science. Les résultats souvent décevants des études de supplémentation à grande échelle, les risques potentiels des surdoses, la complexité de cet équilibre redox. Du coup, ça pose une question de fond. Quelle est la meilleure stratégie globale? Et ça m'amène à une dernière réflexion, pour ouvrir un peu le débat, en m'inspirant de tous les mécanismes qu'on a vus. On a parlé des enzymes antioxydantes, du glutathion, ok. Mais on a aussi vu que notre corps a des systèmes de défense et de résilience incroyablement sophistiqués. La voie NRF2 qui pilote tout ça, l'autophagie qui nettoie et recycle, les systèmes de réparation de l'ADN qui sont hyper efficaces, et même des mécanismes pour résister à la mort cellulaire induite par le stress, comme la ferroptose. Tout un arsenal interne. Voilà. Alors plutôt que de chercher seulement à compenser les pertes avec des apports extérieurs qui sont souvent massifs et pas forcément bien ciblés, est-ce que les stratégies les plus intelligentes pour l'avenir ne seraient pas plutôt de chercher à renforcer ou à moduler finement la propre résilience de nos cellules? C'est une perspective intéressante, soutenir nos mécanismes internes plutôt que de les remplacer. C'est un peu l'idée, apprendre à mieux soutenir ces systèmes endogènes complexes pour qu'ils puissent s'adapter et répondre de manière plus juste, plus équilibrée au stress du vieillissement et de l'environnement qui sont de toute façon inévitables. C'est une question ouverte, bien sûr, mais ça suggère une approche peut-être plus intégrée et plus respectueuse de notre propre biologie. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une excellente piste de réflexion pour conclure. Ça nous rappelle que la biologie est rarement une histoire simple de manque et de compensation. C'est souvent une question d'équilibre dynamique et de régulation fine. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Éline, pour cette analyse détaillée et nuancée de nos sources sur ce sujet complexe du stress oxydatif. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis dans cette exploration.